J'ai lu les 5 langages de l'amour pour que vous n'ayez pas à le faire. Les services rendus, les cadeaux, le temps de qualité, les paroles valorisantes, le toucher physique. La Saint-Valentin approche, donc parlons un petit peu d'amour. Les 5 langages sont des outils qui sont supposés t'aider à aimer ton partenaire de la bonne façon et accessoirement sauver ta relation ou ton mariage. Ce concept est tellement populaire que je me suis dit, achetons le livre et voyons un petit peu de quoi tout ça parle. Et au fur et à mesure que j'étais en train de le lire et lorsque je l'ai terminé, je me suis dit, Hmm, je me demande combien de personnes ont lu le livre en fait. Forcément, c'est un best-seller, donc beaucoup de personnes l'ont lu, mais je pense quand même que le concept est tellement mainstream qu'à ce stade, la plupart des personnes en ont entendu parler de quelque part ou en googlant eux-mêmes, et l'idée de base a été séparée de son contexte original. Donc parlons-en. Gary Chapman, l'auteur du livre, est donc un pasteur baptiste avec entre autres un diplôme en anthropologie et qui exerce aussi une fonction de counselor. Je sais pas trop comment expliquer parce qu'un counselor c'est pas un psy. Je sais pas s'il y a un mot équivalent en français, mais en gros une personne formée à donner des conseils sur la vie personnelle et le psychologique de ses patients. La définition fait penser à un psy, mais c'est pas un psy. Bref, donc un counselor, on va dire conseiller au lieu de forcer l'américanisme, tu vois, un conseiller de couple chrétien. Et donc, en fait, il a extrait son concept des 5 langages amoureux à travers les déductions et les observations qu'il a pu faire en conseillant les couples chrétiens au travers des années. Donc là, déjà, ça nous dit 2 choses. De 1, les 5 langages amoureux n'ont aucun appui scientifique. Quand tu lis le livre, il va affirmer pas mal de choses, comme par exemple que l'infidélité ou alors les violences conjugales physiques vont être d'autant plus dévastatrices si ton langage amoureux, c'est le toucher physique. Est-ce qu'on a une source? T'inquiète. Certaines de ces affirmations laissent les scientifiques qui sont penchés sur la question un petit peu sceptiques. Parmi elles, l'idée que chaque personne a forcément un langage amoureux principal. À son crédit, je vais insister sur l'adjectif principal, dans le sens où il ne dit pas que chaque personne n'a qu'un seul langage amoureux, juste un, auquel elle va être beaucoup plus réceptive. Et également, on peut observer que y a certaines personnes qui ne sont pas sensibles à certaines attentions, comme par exemple, il y en a qui aiment pas forcément recevoir des cadeaux, d'autres qui aiment pas trop être touchés. Valide. Cela étant dit, la réfutation de certains chercheurs, c'est que tout le monde n'a pas forcément un langage principal. Je vais vous laisser dans la barre d'infos l'article qui est malheureusement en anglais, pour ceux qui ne savent pas parler, I'm so sorry. Mais donc, je vais vous laisser dans la barre d'infos l'article sur le sujet qui m'a servi de ligne de conduite lorsqu'il s'agit de faire cette vidéo. Comme ça, je vais pas répéter ce qu'il y a écrit dedans. Mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai entendu parler du concept, tu sais ce que je me suis dit quand on m'a posé la question, enfin quand je me suis posé la question, mais c'est quoi ton langage amoureux en fait? Tous? Parfois, on est tellement dans une démarche de vouloir chercher à se comprendre et à se connaître qu'on adore s'enfermer dans des cases au lieu d'accepter notre fluidité et notre complexité, quoi. C'est exactement comme ça que je me sens avec l'énergie féminine et masculine. Enfin, en vrai, ce concept-là, je me bagarre avec pour 600 000 raisons. Mais quand j'entends des trucs du style, voilà, quand je suis au travail, que je suis une boss, machin, je suis dans mon énergie masculine, et puis quand je rentre chez moi, que je cocoon, que machin, là c'est l'énergie féminine qui prend le dessus, je me dis, mais pourquoi, quel est l'intérêt? Je sais pas. Je sais pas. I don't know. On adore poser des concepts inutiles là où il n'y a pas besoin. On adore se mettre dans des cases. Or, si la présupposition que chaque personne a un langage amoureux principal est fausse, quelque part tout ce qui vient derrière lorsqu'il s'agit de sauver son couple ou alors d'aider sa relation en parlant le langage principal de ton partenaire, s'écroule un peu. Et Gary Chapman dit que si une personne n'arrive pas à déterminer quel est son langage amoureux, ça veut dire que soit elle n'a jamais été aimée du tout, soit elle a toujours reçu tout l'amour dont elle avait besoin. Mais je trouve que dire ça, en fait, ça va pas dans son sens. Lorsqu'il y a un problème, peut-être que le souci n'est pas forcément que tu ne parles pas mon langage amoureux, mais que tu ne fais pas les choses correctement dans ce domaine en particulier. Page 81 et 82. Sophia, 15 ans après la naissance de son enfant, n'a toujours pas oublié comment 10 minutes après la naissance de son bébé, son mari Tony est parti jouer au softball avec ses copains. Bien entendu, cela va de soi qu'aucun de ses clients n'aurait eu un afro, aucun de ses clients n'était certainement noir, mais on n'est pas là pour être réaliste, on est juste là pour s'amuser. Elle explique aussi que le jour des funérailles de sa mère, tout de suite après les funérailles, il est parti jouer au softball. Quand Chapman est parti parler à Tony, il se défend. Après la naissance de l'enfant, j'ai pris des photos.
J'avais hâte de les montrer à mon équipe et je pensais qu'elle serait contente que je le fasse. Aussi, pour les funérailles, une semaine avant la mort de sa mère, j'étais toujours avec elle à l'hôpital. Je pensais qu'elle voulait que je prenne une pause. Chapman médita sur la situation et finalement conclut. Ah, mais oui. Le problème, c'est que ici, Sophia voulait en cadeau la présence de son époux parce que son langage amoureux, c'est de recevoir des cadeaux. Peut-être. Alors, peut-être, hein, mais je sais pas. Que la plupart des personnes s'attendent à ce qu'un homme soit présent pour les premiers instants sur Terre de son enfant. Peut-être que la plupart des personnes s'attendent à ce que leur moitié soit présent avec eux pour les soutenir lors du deuil de leurs parents. Chapman s'empresse ensuite de dire au lecteur, si la présence de ton conjoint est importante, dis-le lui. C'est pas une idée avec laquelle je suis en désaccord dans l'absolu, mais ça pour moi c'est le parfait exemple de problèmes qui vont au-delà de la communication en fait. Parfois on dit pour qu'un couple fonctionne, il faut communiquer, il faut communiquer. Et moi je suis d'accord, mais avec une astérix. J'estime que si je dois absolument tout te dire, au bout d'un moment, t'es pas un enfant sans capacité cognitive que je suis en train d'élever en fait. Pourquoi est-ce que je dois te dire d'être là à la naissance de ton propre enfant? Pourquoi est-ce que je dois te dire de me soutenir lors des funérailles de ma mère? Pour toi, c'était plus logique d'aller jouer au softball, pas parce qu'il y a une différence de langage amoureux ou je ne sais quoi, mais parce que tu es immature. Parce que t'es pas très loquace, quoi. J'espère que ça aide. Alors, pardon pour la gifle, hein. Je sais que ça t'a pas plu parce que ton langage à toi, c'est le toucher physique, mais tu peux pas lui parler comme ça. Son langage amoureux, c'est les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Une des façons d'exprimer l'amour émotionnellement parlant est d'utiliser des mots qui construisent une personne. Solomon, l'auteur de la littérature de sagesse de l'hébreu ancien, a écrit « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort ». Beaucoup de couples n'ont jamais appris le pouvoir de s'affirmer verbalement. Des compliments verbaux ou des mots d'appréciation sont des communicants d'amour puissants. Ils sont les mieux exprimés dans des paroles d'affirmation simples et directes comme « Tu es beau dans ce costume » Waouh, tu es superbe dans cette robe. J'aime beaucoup le fait que tu sois toujours à l'heure pour venir me chercher au travail. Je te remercie vraiment d'avoir appelé la babysitter ce soir. Je veux que tu saches que je ne prends pas ça pour acquis. Tu me fais toujours rigoler. Qu'est-ce qui arriverait au climat émotionnel d'un mariage si un mari et une femme entendaient des mots d'affirmation comme ça régulièrement? Alors, désolé si je lis un petit peu comme un robot et tout, mais c'est parce que je suis en train de traduire directement de l'anglais au fur et à mesure que je lis là. Jusque-là, honnêtement, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Quand il s'agit des généralités, il y a plein de choses pas mal dans ce livre. Et puis ensuite viennent les exemples. Mark et Andrea est un couple que Chapman a visité. Mark est un workaholic, obsédé par son travail et voulant monter les échelles de l'entreprise, The Corporate Ladder, qui a peu de temps à accorder à Andrea, et Andrea est une femme qui travaille à mi-temps, surtout pour sortir de la maison. Mark dit « Andrea est une bonne mère, mais il n'y a pas d'affection qui vient d'elle. Je travaille comme un fou et elle ne l'apprécie pas. Andrea est d'accord que Mark pourvoit à ses besoins, mais elle se plaint. Il ne fait rien pour m'aider dans la maison. Et il n'a jamais de temps pour moi. » Chapman leur a ensuite donné une suggestion. Exprimez des appréciations verbales pour les choses que vous aimez l'un chez l'autre. Et, pour le moment, mettez en stand-by les critiques sur les choses que vous n'aimez pas. Un mois plus tard, il les a à nouveau appelés pour voir comment leur couple avait évolué. Mark était complètement métamorphosé. Il était heureux qu'Andrea montre de l'appréciation pour sa providence, son dur travail et qu'il le fasse sentir comme un homme à nouveau. Mais Andrea, elle, n'était toujours pas contente. Il me fait des compliments et je suppose qu'il est sincère, mais il ne passe toujours pas de temps avec moi. Chapman en est arrivé que Mark et Andrea n'avaient pas le même langage amoureux. Pour Mark, c'était les paroles valorisantes, mais pour Andrea, les moments de qualité. En disant cela à Mark, celui-ci s'écrie. Docteur Chapman, c'est ce sur quoi elle s'est toujours plainte, que je ne faisais pas de choses avec elle, que je ne passais pas de temps avec elle. Elle disait toujours, on allait dans des endroits et on faisait des choses avant qu'on soit mariés, mais maintenant tu es trop occupé. C'est son langage amoureux, c'est sûr. Ok, donc pause. Pourquoi avoir cette réaction toute étonnée en mode Pikachu face, que son langage amoureux soit les moments de qualité, quand elle t'a toujours dit ce qu'elle voulait? Pourquoi tu pouvais pas faire ce qu'elle demandait en fait? Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas quand on te parle? Pour moi, c'est un problème de communication qui peut aller au-delà du langage amoureux, dans le sens où là, on se sert du langage amoureux comme un pansement sur une plaie cancérigène. Enfin, un pansement simple sur un problème plus profond. Dans le sens où, en fait, tu n'es juste de manière générale pas capable d'observer et d'écouter ton ou ta partenaire. Et l'incapacité d'écouter, ça peut se traduire par ne pas être capable d'entendre des critiques à son sujet. Et des exemples qui attestent de ça, dans le livre, je trouve qu'il y en a beaucoup. Oui, affirmer une personne, c'est très important. Oui, il y a une façon de dire les choses. Mais à un moment donné,
quand tu ne fais pas les choses bien systématiquement et qu'on te le dit, même si le ton est un petit peu agacé ou énervé, tu dois pouvoir l'entendre. Tu peux pas te cacher derrière, oui, mais voilà, comme mon langage amoureux, c'est les paroles valorisantes, the boude, j'écoute pas, je fais pas ce que tu dis. On n'aime pas entendre les critiques à cause de notre ego, en fait. Et encore là, tu vois, cet exemple, c'était assez modéré, mais il y en a où vraiment on a l'impression qu'en fait, la personne se sert du langage amoureux comme une excuse pour être un mauvais conjoint et ne pas assumer ses fautes. Quand il en est arrivé à la conclusion que le langage amoureux principal d'Andrea, c'était les moments de qualité, et moi, tu vois, c'est pour ça que je trouve que ça peut être un petit peu compliqué de jauger vraiment son langage amoureux principal, parce que une relation, en fait, c'est un ensemble. Beaucoup d'éléments sont liés. Quand ça va pas dans un domaine, ça peut invalider les autres. En l'occurrence, les mots, ça doit toujours être accompagné d'actions. Si une personne est blasée par ce que tu dis, c'est pas forcément parce que c'est pas une aux paroles valorisantes, mais parce que, en fait, si tu dis des choses, mais que derrière, tes actions montrent le contraire, que tu négliges quelqu'un ou autre, bah ça invalide tes propos et en fait, tes mots ne veulent plus rien dire. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 heures de cela, j'ai dit que le fait que Dr. Chapman a pu tirer ses conclusions des différents couples chrétiens qu'il a conseillés au fil des années, ça nous disait 2 choses. De un, qu'il n'y a donc pas d'appui scientifique à ce concept, et de 2, le modèle de base sont des couples chrétiens datant de la deuxième moitié de la décennie 1900. Le livre est sorti en 1992. Je vais juste préfacer tout ça en disant que je suis chrétienne pratiquante moi-même. Pléonasme, mais bon, on vous connaît ici. Mais en tant que chrétienne, on va pas se mentir sur le concept et le cadre un petit peu dépassé du couple chrétien white anglo-saxon du siècle dernier. À l'instar de Marc et Andrea, beaucoup, j'ai même envie de dire la plupart des exemples, étaient composés, voilà, de l'homme pragmatique qui est dehors, qui travaille, et de la femme qui, elle, est une mère au foyer, ou presque, qui avait les enfants et qui faisait tout à la maison. Une autre composante de la mentalité d'antan, c'était que la piété des femmes se traduisait notamment par une forte tolérance au comportement de l'homme, tout en choyant, pesant excessivement ses mots lorsqu'il fallait s'adresser à eux. Cette mentalité transpire à mon sens à travers ce livre, tout en faisant fortement l'amalgame entre cette mentalité un petit peu tradwife et les langages amoureux. Les actes de service. Ce langage tel que décrit par Chapman, à mon sens, c'est un parfait illustrateur de ce que j'essaie de dire parce que dans le chapitre dédié, dans les exemples, ce qui se traduit par des actes de service sont des tâches ménagères. Je fais des tâches pour montrer à mon conjoint que je l'aime. Ah bon. Tu le fais pas parce que c'est normal pour un adulte de prendre soin de lui-même et de son foyer? Si moi je fais pas, et si toi tu le fais pas, qui va le faire? Et dans ce livre, on voit très clairement de qui il est attendu de prendre soin du foyer. Pages 137 et 138. Encore une fois, veuillez excuser le robot. Alors, retournons à la question que j'ai soulevée au chapitre 9. Et si le langage amoureux de ton époux n'est pas quelque chose qui te vient naturellement? On me pose souvent cette question dans mes séminaires et ma réponse c'est toujours. Et alors? Le langage d'amour de ma femme sont les actes de service. Une des choses que je fais pour elle régulièrement en tant qu'acte d'amour, c'est d'aspirer le sol. Est-ce que tu crois qu'aspirer le sol, ça vient naturellement pour moi? Ma mère me faisait aspirer le sol. Tout au long du collège et du lycée, je pouvais pas aller jouer à la balle les samedis tant que j'avais pas fini d'aspirer la maison entière. En ces jours, je me disais, quand je vais sortir d'ici, une chose que je ne vais pas faire, c'est que je ne vais pas aspirer la maison. Je me trouverai une femme pour faire ça. Mais j'aspire à notre maison maintenant, et je l'aspire régulièrement. Il y a seulement une seule raison pour laquelle j'aspire ma maison, l'amour. Tu pourrais pas me payer pour aspirer une maison, mais là je le fais par amour. Tu vois, quand une action ne vient pas naturellement pour toi, c'est une expression d'amour encore plus forte. Ma femme sait que quand j'aspire la maison, ce n'est rien d'autre que de l'amour pur et incorrompu à 100%, et j'obtiens du crédit pour la chose entière. Juste parce que je m'attends à ce que tu participes aux tâches ménagères de la maison, cela ne veut pas dire que mon langage amoureux sont les actes de service. À chaque fois qu'une femme venait se plaindre à Chapman en disant que le mari n'aidait en rien dans la maison, parfois même lorsqu'il s'agissait des tâches concernant leur propre enfant, comme changer les couches et tout, Chapman avait parlé à l'homme en disant « Non mais attends, il faut vraiment que tu comprennes que le langage amoureux de votre femme, c'est vrai qu'en anglais il n'y a pas de problème tutoiement ou vouvoiement, bref, le langage amoureux de votre femme, ce sont les actes de service. »
Ou alors, je veux que tu le fasses parce que tu es un adulte qui devrait le faire, quoi. Tu t'attendais à ce que ta femme soit une ménagère des années 50, de telle sorte que maintenant, à chaque fois que tu fais quoi que ce soit dans la maison, tu retournes la chose avec ton discours de langage amoureux pour que je t'applaudisse pour faire le minimum. Enfin, je sais pas, moi, à mon sens, tu mérites pas d'être applaudi juste parce que t'as passé aspirateur, quoi. Mais bon, si sa femme aime ça, alors j'adore ça. Pour elle. Mais est-ce que tu vois un peu comment on commence à se rapprocher du territoire où ça devient plus facile d'utiliser le langage amoureux de manière un petit peu égoïste pour manipuler? Certains chercheurs ont même peur que ça encourage certains et certaines à rester dans des situations abusives ou dangereuses. J'ai eu vent d'autres livres à Gary Chapman dans lesquels il y a des situations comme ça. Mais bon, je les ai pas lus, donc je ne pourrais pas confirmer. En tout cas, dans ce livre, il n'y a pas vraiment de situation d'abus. Mais il y a quand même un exemple qui est un petit peu... Loving the unlovely. En tant que chrétienne, je vais juste poser là en tant que préface ma vision de l'amour. Je crois que l'amour est une décision. Et d'ailleurs, Gary Chapman a une section dans ce livre qui est plutôt pas mal, je trouve. Une décision qui, malgré le fait que ce ne soit pas le seul facteur, est alimentée en partie par effectivement le sentiment de tomber amoureux, le sentiment d'être amoureux. Et donc voilà, ça va t'aider à prendre cet engagement final de mariage. Final, ce qui veut dire que au contraire du monde où tu veux faire ça pour n'importe quelle raison, après moi je suis d'accord que chaque personne doit pouvoir être libre et faire ce qu'elle veut, mais dans la Bible tu peux compter sur une seule main les raisons valides qu'il y a pour divorcer. On a grandi dans des directions différentes, on n'est plus heureux, on n'est plus amoureux, l'argent c'est fini, tout ça c'est pas des excuses, c'est pas des excuses. C'est vraiment supposé être jusqu'à ce que la mort nous sépare en fait. Chaque époux a son rôle à jouer là-dedans, mais la responsabilité qu'un mari a d'être un bon mari et qu'une femme a d'être une bonne femme est indépendant de la réponse de l'époux. Hormis s'il s'agit de comportements qui brisent le covenant, comme par exemple l'infidélité, mais la responsabilité de base, c'est une responsabilité qui est entièrement tienne et que tu as devant Dieu. Donc c'est envers ton époux, mais c'est entre Dieu et toi. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Le problème un petit peu avec l'église, avec un E majuscule, c'est que historiquement, les hommes n'ont pas vraiment appris à être des bons maris, juste qu'il fallait qu'ils puissent apporter de la providence financière, tandis que les femmes, elles, ont été dressées un petit peu à être des bonnes femmes et à tolérer leurs gars, quoi. Et là, je suis pas en train de dire que dans tous les exemples de ce livre, tous les problèmes étaient toujours de la faute de l'homme, pas du tout, mais j'ai remarqué que dans tous les exemples, quand même, la femme, elle était encline à essayer d'arranger les choses, tandis que dans beaucoup d'exemples, l'homme, il était en dehors de ça, émotionnellement, il voulait plus essayer, ou alors il était complètement obtus lorsqu'il s'agissait du problème. Quand Chapman parlait au lecteur pour donner des exemples abstraits, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu personnellement, mais comme ça, quoi, il employait souvent le terme il en disant que voilà, si ta femme fait ça, il faut que tu endures, machin, machin. Mais lorsqu'il s'agissait des exemples concrets, en général, il y avait une redondance lorsqu'il s'agissait des rôles, quoi. Et le pire cas d'endurance que j'ai vu, comme je l'ai dit, et il y a de cela 4 heures, c'est Loving the Unlovely, page 149. Anne a abordé le Dr Chapman une fois en disant « Dr Chapman, est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un que vous détestez ?» Le mari d'Anne, Glenn, n'était pas ouvert pour apprendre et grandir. Elle avait dit au docteur la semaine dernière qu'elle avait supplié à son mari de venir pour une session de conseil. Elle l'a supplié de lire un livre ou d'écouter un orateur lorsqu'il s'agissait du mariage, mais il avait refusé tous les efforts vers l'amélioration. Elle disait que son attitude était « Moi je n'ai pas de problème, c'est toi qui as des problèmes. » Dans sa tête, il avait raison, elle avait tort. C'était aussi simple que ça. Le sentiment d'amour au travers des années avait été complètement tué à cause de ses critiques et de ses condamnations constantes. Après 10 ans de mariage, son énergie émotionnelle était complètement dégonflée et son estime d'elle presque détruite. Est-ce qu'il y avait encore aucun espoir pour le mariage d'Anne? Est-ce qu'elle pouvait aimer un mari non aimant? Est-ce qu'il lui répondrait jamais avec amour? Donc là, à la session de conseil, après avoir lu quelques versets sur le fait d'aimer son ennemi, le docteur Chapman demande « Est-ce que votre mari vous a traité en tant qu'ennemi plutôt qu'un ami ?» Elle fait une pause. « Oui. » Est-ce qu'il vous a déjà insulté? À de nombreuses reprises. Est-ce qu'il vous a déjà maltraité? Souvent. Et est-ce qu'il vous a déjà dit qu'il vous détestait? Oui. Le docteur Chapman a ensuite suggéré à Anne une expérience, en disant que si, pendant 6 mois, elle pouvait s'adresser à Glenn en utilisant son langage amoureux principal, ses besoins émotionnels lorsqu'il s'agit d'amour seront remplis, et de ce fait, il commencerait à réciproquer de l'amour envers sa personne. Ils ont donc déduit que les langages amoureux de Glenn, c'était le toucher physique, particulièrement
le sexe, et les paroles valorisantes, en tant que deuxième langage. Parce qu'il n'aime pas le fait que Anne l'importune constamment avec ses mots et ne supporte pas ses idées. Donc le docteur Chapman lui dit « Retournez à la maison et dites à votre mari Glenn. Je pensais à nous deux et j'ai décidé que j'aimerais être une meilleure femme pour toi. Donc si tu as des suggestions, je veux que tu saches que je suis ouverte. Tu peux me les dire maintenant ou tu peux y penser et revenir vers moi. Mais j'aimerais vraiment travailler dessus. » Donc ça, c'était ce qu'elle devait faire lorsqu'il s'agissait de la partie paroles valorisantes. Maintenant, lorsqu'il s'agissait du langage amoureux principal de son mari, toucher physique. J'ai envie de marquer une pause ici parce que dans la dernière édition, qui est la version de 2015, le conseil du Dr Chapman, c'est de prendre des initiatives lorsqu'il s'agissait de toucher physique, comme par exemple passer la main dans ses cheveux et tout. Et lorsqu'il s'agissait du sexe, d'y aller doucement, de prendre les choses doucement. Cela étant dit, dans les éditions antérieures et apparemment dans les e-books que tu peux trouver, bah oui, en ligne parce que c'est un e-book, il dit à Anne d'initier le sexe plus souvent et de le surprendre en étant agressive. Avec un objectif d'avoir des rapports sexuels d'abord une fois par semaine et ensuite 2 fois par semaine. Si on en retourne un petit peu à la manipulation. D'après ce livre et d'après les petites recherches sur les réseaux, donc ça vaut ce que ça vaut, mais le langage amoureux de beaucoup d'hommes semble être le toucher physique. Est-ce que tu vois Est-ce que tu vois Est-ce que tu vois comment là on est un petit peu en train de glisser dans ce territoire que tu sais, voilà, les hommes c'est des êtres charnels, toi en tant que femme, tu dois... c'est quoi le mot leur donner du sexe en fait, tout simplement. Maintenant, quand en tant que langage amoureux on parle de toucher physique, ça ne veut pas forcément dire le sexe d'ailleurs. Encore une fois, j'admets que dans son livre, le Dr Chapman a une section lorsqu'il s'agit des hommes tout spécifiquement qui est assez bien et qui développe sur le sujet. Ça reste quand même, ça en fait quand même partie quoi. Donc tu vois le problème de dire en fait à ta femme ou de dire à une femme voilà, peu importe comment tu te sens, si tu veux que le mariage aille mieux, tu dois coucher avec ton mari. Le Dr Chapman a vu le problème aussi finalement, puisque le conseil a été changé dans les éditions les plus récentes. Ah ça assume plus là. Je rigole. Bref, donc le résultat de l'expérience. 6 mois plus tard, Anne dit qu'elle a vu des changements incroyables dans l'attitude de Glenn et la manière dont il la traitait. Après le 2e mois, il lui a donné des retours positifs sur ses efforts. Dans les 4 derniers mois, il répondait positivement à presque toutes ses requêtes et les sentiments qu'elle avait pour lui ont commencé à changer drastiquement. Glenn n'est jamais venu à une session de conseil. Mais il a écouté certains de mes CD et en a discuté avec Anne. Il a encouragé Anne à continuer les sessions, ce qu'elle a fait pour 3 mois après notre expérience. À ce jour, Glenn jure à tous ses amis que je suis un faiseur de miracles. Tu sais, au premier abord, j'aurais peut-être été tentée de crier « Hallelujah !» mais en lisant bien. Glenn n'est jamais venu pour des sessions de conseil ensemble. Par contre, il a encouragé Anne à continuer et disait ensuite que le docteur Gary était un faiseur de miracles. En fait, le mariage va mieux parce que Anne est une superbe femme maintenant et tout, mais lui n'a pas changé d'attitude. Ce qui veut dire que si Anne venait à trébucher, il le retournerait tout de suite à son attitude précédente. Parce qu'en fait, le fait que lui dise « Ouais, non, moi je viens toujours pas aux sessions de conseil, mais toi continue parce qu'il fait des miracles », il voyait toujours le mauvais état de son mariage comme sa faute à Anne entièrement. Il n'y a pas eu de remise en question de son comportement, de comment il la traitait et tout quoi. Je me demande jusqu'à combien de temps le docteur Chapman a continué à prendre des nouvelles de ce couple, parce que moi, honnêtement, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais pauvre femme quoi en fait. En soi, je sais pas si c'était leur cas, hein, mais je veux quand même dire que moi, j'ai aucun problème avec les couples qui choisissent de vivre leur vie sur un modèle traditionnel. Lorsque chaque personne est consciente et en pleine possession de son propre choix. En Occident, la plupart des cas, lorsque ça se produit, a priori, ça l'est. De nos jours, dans les années 1900, les vagues de féminisme qui donnaient aux femmes des droits humains basiques étaient en train de se produire en même temps ou peu avant les couples que Chapman a étudiés. Aujourd'hui, de manière générale, voilà, les femmes ont leur propre agenda ou leur propre choix, mais t'en as beaucoup qui restent coincés dans cette demoiselle en détresse, dans cette mentalité de demoiselle en détresse et de victime un petit peu, tu vois. Il faut que je me marie, donc ça veut dire à un moment donné, si je trouve personne, me compromettre et me poser avec un gars là qui sert à rien, et endurer et tolérer son comportement. Avant d'apprendre à sauver un couple avec le langage amoureux, parlons un petit peu de tri et de standards lorsqu'il s'agit de dating. Unequal yokage. J'avoue que j'ai dit ça en anglais. Je sais pas pour qui je me prends là. Attends.
La version anglaise de ce verset est très célèbre, donc je vais vous la lire vite fait. Do not be unequally yoked with unbelievers. En français, ce que le paragraphe donne. Nous sommes donc dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14, comme je l'ai dit. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. On va dire non-croyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Alors, cette série de versets, elle ne parle pas dans l'absolu de toutes les relations qu'on peut avoir avec des gens qui ne sont pas chrétiens, mais d'un certain nombre, parmi lesquels les relations amoureuses. En français, le terme, c'est donc l'attelage disparate. Dans beaucoup des exemples du livre, la femme était beaucoup plus religieuse que l'homme. Dans Loving the Unlovely, Anne était une femme très pieuse alors que son mari, non. Dans la page 93 de la section Actes de service, tu as un couple dans lequel le mari dit que sa femme veut qu'il aille à l'église avec elle, ce qui ne le dérange pas, mais il y a un service le matin et une autre activité le soir, et le soir il préfère se reposer. Donc elle peut aller sans lui, mais elle interjecte et dit oui, mais même moi il est pas content quand moi j'y vais. Mais cela étant dit, quand tu vas à la page suivante, il dit qu'il travaille dur et que de ce fait, lorsqu'il rentre à la maison, il veut que la maison soit propre, que les enfants soient changés et que le dîner soit fait. Je trouve que c'est un parfait miroir de cette société où tu as des hommes qui ne sont pas chrétiens, ni même husband material, comme on dit en anglais, mais pourtant veulent que leur femme soit pure et pieuse. C'est le parfait exemple d'avoir été élevé dans la religiosité avec des valeurs conservatrices, mais pour autant ne pas être un chrétien né de nouveau. Et ça vaut pour l'homme et la femme. D'ailleurs, juste parce que tu es une personne conservatrice, cela ne veut pas dire que tu es chrétien. Pas toutes les personnes qui vivent selon un modèle de hommes qui travaillent et de femmes au foyer sont chrétiennes. Cela étant dit, beaucoup d'hommes savent que c'est plus facile de trouver une femme qui accepte ce genre de valeurs lorsqu'elle est chrétienne ou alors lorsqu'elle a été élevée dans la religiosité et de ce fait commence à cibler ce genre de femme. En tant que femme, tu n'es pas une proie, d'accord? La Bible nous dit de ne pas être dans un attelage disparate. C'est un ordre auquel il faut obéir. Il faut qu'on soit avec une personne qui ait les mêmes valeurs et la même foi que nous. Un homme de Dieu, quoi. Tu n'as pas à dire à un homme de Dieu d'aller à l'église, tu n'as pas à dire à un homme de Dieu de lire sa Bible, tu n'as pas à dire à un homme de Dieu d'attendre le mariage. Si lui-même est renouvelé par Christ, l'abstinence, ce sera naturellement sa mentalité et son style de vie. Discerner ce qu'est un vrai homme de Dieu, genre c'est hyper simple. Après bien sûr, il y a des exceptions, des gens qui sont très bons pour manipuler, des narcissiques. Et ensuite, t'as des hommes et des personnes en général qui étaient vraiment chrétiennes, ensuite plus tard dans leur vie, elles commencent à questionner un petit peu leur foi ou quitter la foi, voilà, ça arrive, ça c'est encore autre chose. Mais de manière générale, il y a certains principes et certains standards tout simples qu'on n'applique même pas dans notre vie alors qu'on est en big 2025. Là, on vit toujours comme si on était dans la patriarchie des 90s, quoi. Et ça, c'est même pas juste un problème chrétien, hein. De manière générale, quand tu entends une relation qui vire un petit peu à gauche en mode « Ah, mais je sais pas d'où ça vient, ça et tout », quand tu entends l'histoire en entier, alors encore une fois, il y a des exceptions, mais parfois, quand t'entends l'histoire en entier, tu te dis, en vrai, les red flags étaient là depuis le début, tu les as juste ignorés. On connaît tous cette fille, ou même plusieurs, tu peux lui dire tout ce que tu veux sur son copain, hein. Elle veut pas écouter. Elle veut pas écouter. Moi, ce que je recommande, c'est que quand tu as un problème et que tu te dis, essaie de l'écrire ou de penser à la chose d'un point de vue extérieur, genre, si une copine venait te voir, ou alors si tu allais sur un forum et que tu voyais un anonyme dire, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que tu dirais? Parce que parfois on aime bien se dire qu'on reçoit un conseil, ouais mais voilà, elles les connaissent pas comme moi, elles le connaissent pas comme moi je le connais et tout, mais est-ce que c'est les personnes qui ne connaissent pas ton copain comme toi tu le connais, ou alors est-ce que c'est toi qui es trop émotionnellement impliqué pour voir la situation pour ce qu'elle est vraiment? Parenthèse fermée, revenons-en au christianisme. Tu veux savoir quel est le vrai problème? Certains d'entre nous ne sont même pas des vrais chrétiens nous-mêmes. Encore une fois, juste parce qu'on a été élevé dans la religiosité ou alors dans l'apparence de la piété pour cocher tout un tas de cases, cela ne veut pas dire qu'on est réellement né de nouveau. Et ensuite, tu as aussi l'aspect où, voilà, avec les chrétiens d'étiquette, où en gros, tout le monde de nos jours, de toute façon, se dit chrétien. Je suis chrétienne, je crois en Dieu, mais je pratique pas. Ah, ça veut rien dire, ma sœur. La foi, soit on la pratique, soit elle n'est pas réelle. Même les démons croient. Je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne ce qu'est la foi en dehors du mariage. Et moi, c'est pour ça que j'aime pas trop les concepts en mode biblical womanhood, genre la masculinité biblique et la féminité biblique. Pour moi, en fait, ça n'existe pas, quoi. De manière générale, il n'y a pas une séparation de genre aussi nette que beaucoup de chrétiens prêchent. Il y a juste, en fait, un caractère selon le cœur de Dieu, peu importe le genre, point. Mais les enseignements comme ça sont hyper populaires et à un moment donné, finissent toujours dans le territoire du mariage. Pourquoi? Parce qu'en soi, dans la Bible, quand tu lis les deux seules instances, enfin il y en a plus, mais moi c'est les deux seules auxquelles je peux penser là, les deux seules instances où tu as vraiment
Le rôle de chaque genre bien défini, c'est soit lorsqu'il s'agit des rôles à jouer à l'église, soit dans le contexte du mariage. Et donc, la foi, elle devient très liée, trop liée à l'union maritale, ce qui donne naissance à son idolâtrie. Au cœur de l'existence de l'humanité est le désir d'être intime et aimé par quelqu'un. Le mariage est conçu pour rencontrer ses besoins d'intimité et d'amour. Mon sens de valeur et d'estime de moi est nourri par le fait que mon épouse m'aime. Après tout, si elle m'aime, c'est que je dois être digne d'être aimé. Peut-être que mes parents m'ont donné des signaux mixtes à propos de ma valeur, mais mon épouse me connaît en tant qu'adulte et m'aime. Son amour construit mon estime de moi. Je suis signifiant, la vie a de la valeur, il y a un but plus grand. Je veux le croire, mais je ne me sens peut-être pas signifiant jusqu'à ce que quelqu'un m'exprime de l'amour. Quand mon épouse investit avec amour de temps, de l'énergie et de l'effort dans moi, je crois que je suis signifiant. Alors le mariage c'est merveilleux, hein, mais je trouve que ces petits paragraphes c'est quand même un peu beaucoup. Je pense que c'est Jésus qui est supposé être tout ça pour toi en fait. Maintenant bien sûr qu'encore une fois le mariage c'est une bénédiction très belle et ça offre une des plus intimes justement formes d'intimité et d'amour à un être humain et on est d'accord que la plupart d'entre nous veulent le mariage et c'est ok, mais c'est important de garder en tête que le mariage c'est supposé être un reflet de l'union entre Christ et son église. On n'entre pas dans un mariage seulement pour ses propres motivations personnelles du style voilà je veux être aimé, je veux être intime, je veux coucher avec quelqu'un ou je veux être heureux. T'as certaines personnes qui veulent justement abandonner leur union parce qu'ils ne sont plus heureux. Alors que ce n'est pas le but premier du mariage en premier lieu. Tu entres dans un mariage pour sa gloire, si il veut que tu le fasses et si ça le glorifie. Devine quoi d'autre le glorifie? Les célibats. Tu n'as pas à être marié à tout prix. C'est ok d'être célibataire. S'il y a un comportement à propos de ton copain ou de ta copine que tu n'aimes pas, ça va même pas être un truc universellement mauvais, hein, mais juste un de tes deal breakers personnels. Ne te dis pas, oh, je continue et on verra, ou alors il va changer. N'avance pas dans la vie avec la présupposition que la personne va changer plus tard. Dis-toi plutôt que c'est comme ça qu'elle sera toujours. Est-ce que tu peux le supporter ou pas? C'est ok s'il n'y a aucun bon prospect, aucune personne de Dieu autour de toi, d'être célibataire. C'est la destinée de certains d'entre nous, en fait, j'ai envie de dire. Je pense qu'on va donc conclure sur ces mots touchants. Il était temps, j'ai envie de dire, cette vidéo, elle va faire combien de temps, là? Alors, en conclusion, moi, je suis pas vraiment contre le concept des langages amoureux comme il a pu paraître à travers cette vidéo. C'est juste ce livre qui m'a fait vraiment être gênée et je voulais le partager avec quelqu'un, donc je me suis dit que j'allais le partager avec vous parce que je n'ai pas d'amis. Comme je l'ai dit au tout début, même si ce livre est un best-seller, un livre sur deux est un New York Times best-seller de nos jours. Mais je pense que voilà, le concept est tellement mainstream que la plupart des gens ne l'ont probablement pas lu. Mais si les personnes ont réussi à prendre le concept et à se le réapproprier sur leur propre vie de manière saine, bah c'est une bonne chose. Pour les personnes qui ne savent pas ou qui ont du mal à communiquer, ça peut aussi être un bon premier outil pour commencer à comprendre son ou sa partenaire. Mais à mon sens, ça doit pas s'arrêter là. Ça doit être le premier pas, ou alors plus comme une prise de conscience qui va s'inscrire de façon pérenne dans le temps. Et donc je voulais parler du livre aujourd'hui parce que la source, ironiquement parlant, à mon sens, il y a plein d'exemples comme ça de comment justement le concept peut être abusé. Et quand je suis partie sur Amazon et que je vois tous ces avis positifs, je me suis dit, ah, chelou. Peut-être que c'est juste moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du concept des langages amoureux, si vous en avez un principal. Et si oui, lequel c'est? Je suis curieuse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, dans quel cas je vous dis à dans... Ah, peut-être 2 semaines, mais peut-être qu'il y aura une petite Valentine Special. Si c'est le cas, à dans 1 semaine, sinon à dans 2 semaines. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Et dans ce cas-là, je vous dis au revoir.